Bonsoir. Du coup, on va commencer, ça fera peut-être venir les retardataires. Donc merci à tous d'être venus et merci à l'Académie du climat de nous prêter cette salle ce soir. Merci au Shift Project et à l'Institut Rousseau d'avoir répondu à l'invitation donc pour une conférence sur la décarbonation de la France. Et notamment sous un prisme emploi et investissement nécessaire à la transition. Donc cette conférence, elle est organisée par HEC Transition en partenariat donc, avec le Shift Project et l'Institut Rousseau. Je vais dire avant tout quelques petits mots sur HEC Transition. Donc HEC Transition, c'est l'association qui réunit les alumni d'HEC Paris qui veulent agir pour la transition. Elle se structure autour de 3 axes, donc influencer la stratégie de l'école, à savoir un peu la refonte des programmes, que ce soit les programmes spécialisés en développement durable et le socle commun, l'aide à la reconversion des alumni et aussi donc, la participation au débat public. On a notamment pu faire des contributions pour le ministère de la transition énergétique sur la sobriété et le mix énergétique. On a aussi travaillé on a publié l'année dernière un livre blanc sur la biodiversité. Et donc on fait aussi des petites conférences comme ça et des moments plus conviviaux. Là, c'est la première fois qu'on fait une conférence ouverte au public, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on est très heureux aussi de pouvoir faire ce format-là. Le but, c'est pas de rester que entre HEC, même si on a certaines actions de formation et d'accompagnement plus des HEC, des alumni. Je vais laisser rapidement Antoine Rabin, coprésident d'HEC Alumni, nous dire un petit mot. Ça sera très rapide, merci et bonsoir à toutes et tous. En fait, je voulais simplement vous dire déjà merci à toi, Catel, et évidemment à nos 2 intervenants du jour pour avoir organisé ce débat-là. Le sujet de l'emploi et de la transition dans une école de commerce et dans toute école de formation, c'est évidemment un sujet en soi. Et nous, c'est vrai que c'est un sujet qui nous touche particulièrement parce qu'on voit. Et je voulais juste en fait mettre ce témoignage et on verra si ça vous fait rebondir aussi un peu plus tard sur ce qu'on appelle l'attractivité des meilleurs talents. Et l'attractivité des meilleurs talents, c'est pas forcément les jeunes têtes bien faites de 22 ans qui sortent d'école et qui viennent travailler, évidemment, mais c'est aussi en fait à tous les âges. Et en fait aujourd'hui, moi quand je discute avec des RH, des DRH, ils ont ce syndrome-là que je trouve hyper positif en passant, mais qui les met en difficulté avec des profils qui leur disent en gros, si vous n'avez pas une stratégie ambitieuse et crédible, et le « et » est super important, je ne viens pas bosser chez vous. C'est aussi simple que ça. On peut être ambitieux et pas crédible, ça s'appelle la mesurette, on met des pailles en carton et ça fait l'affaire. Et on peut être crédible et pas ambitieux, c'est ce qu'il y a de pire, ça s'appelle le greenwashing. Donc aujourd'hui, le « et », il est hyper structurant dans toute démarche d'entreprise et d'organisation au sens large. Et on voit aujourd'hui vraiment des entreprises changer aussi par cette influence-là. Donc je ne sais pas si ça vous fera réagir un peu dans ce que vous allez nous raconter, mais la dynamique de transformation de l'emploi pour répondre à l'enjeu des limites planétaires au sens large, elle se joue sur des concepts très larges qu'on va j'imagine, ouvrir et explorer aujourd'hui avec nos 2 intervenants, mais ça se joue aussi de manière très pragmatique sur comment aujourd'hui j'embauche les profils dont j'ai besoin pour identifier, explorer, transformer une proposition de valeur qui soit compatible avec les limites planétaires. Donc je ne sais pas si tout ça résonnera un peu ce soir, on verra, mais c'est le petit mot que j'avais envie de vous partager parce qu'il y a encore cet après-midi, j'avais encore cette discussion-là avec un DRH du CAC 40, donc c'est quelque chose qui est très, très prégnant. Et nous, on essaye, comme tu l'as si bien dit, autour des 3 axes, d'y travailler et de l'explorer pour nos alumni, mais plus globalement pour tout le monde, bien entendu. Merci encore d'avoir organisé ça. Je sais que tu t'es donné beaucoup de mal et tu as vraiment exploré aussi l'affaire. Donc je suis déjà impatient et moi je viens en auditeur libre ce soir comme vous pour écouter ce que ont à dire ces 2 intervenants, dont une que je connais déjà un petit peu et donc je connais la qualité et je sais déjà qu'elle va vous raconter des choses passionnantes.
Merci beaucoup. Du coup, on va passer à toi, Vinciane. Je te laisse te présenter et présenter un peu le Shift. Merci pour l'introduction très positive. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Vinciane Martin. Je travaille au Shift Project sur les questions d'emploi dont je vais parler là, mais aussi j'ai aussi travaillé sur l'enseignement supérieur en gestion, ce qui fait le lien directement aussi avec HEC, parce qu'il y a beaucoup de transformations à mener aussi dans les formations. Et je vais dire un mot du Shift un peu plus tard, mais globalement, on travaille sur la transition bas carbone. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter une partie de nos travaux dans quelques instants. Et bonsoir à tous, moi c'est Guillaume Carlereau. Moi j'ai un profil ingénieur, j'ai fait du conseil en stratégie en prospective sur la transition énergétique pendant un peu plus de 10 ans. Et maintenant je m'investis à l'Institut Rousseau, où je chapeaute tous les sujets de transition écologique. Et en particulier j'ai piloté le rapport que je vais vous présenter avec tout un tas de bénévoles derrière qui s'appelle 2% pour 2 degrés. Et on est en train de préparer l'extension de ce travail à l'échelle européenne. Donc je vais m'occuper de ça aussi. L'Institut Rousseau, en super bref, c'est un think tank comme le Shift, avec 3 pôles, transition écologique, justice sociale et gouvernance, institutions, renouveau démocratique. Parce qu'on pense que vraiment les 3 sont intimement liés. Voilà, en super bref. Du coup, on va passer, donc juste pour vous rappeler un peu le déroulé, donc Vinciane va nous présenter le rapport, le PTEF, plan de transformation de l'économie française, sous le prisme des emplois, et après Guillaume nous présentera donc le rapport 2% pour 2 degrés, et après on aura quelques petites questions entre nous pour continuer les débats, et ensuite on prendra les questions de la salle. Voilà, bonne conférence. Merci. Donc moi, je voulais commencer par vous présenter donc un peu plus en détail le Shift Project. Je ne sais pas qui ici connaît le Shift Project. Ouais, donc je vais présenter rapidement, je pense. et qui aurait lu des parties du plan de transformation de l'économie française? Bon, donc je vais quand même vous le présenter un petit peu. Comme vous le savez donc déjà, le Shift Project, donc on se définit comme un think tank de la décarbonation. Formellement, on est une association, donc une association loi 1900, reconnue d'intérêt général. Et la mission qu'on s'est donnée, c'est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. Éclairer, c'est-à-dire que globalement, on produit des analyses sous forme de rapports principalement, et influencer, c'est-à-dire qu'ensuite on va diffuser le contenu de ces analyses auprès des décideurs politiques, économiques et généralement auprès des corps intermédiaires. Et notre prisme de base, c'est ce que l'on appelle au Shift la double contrainte carbone, avec un focus sur le climat qui est important, et notamment sur l'atténuation du changement climatique, donc réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, même si on commence à travailler aussi sur l'adaptation. Mais en amont de cette contrainte-là, en fait, il y a la question de la disponibilité des ressources en énergie, et en particulier en énergie fossile. Et on travaille donc pas seulement sur le climat, mais aussi sur les risques d'approvisionnement des ressources fossiles. On a travaillé notamment sur des risques d'approvisionnement en pétrole et en gaz en Europe. Donc ça, c'est notre prisme initial, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas intégrer d'autres sujets dedans, mais c'est vraiment la base et l'expertise qu'on a au Shift. Et très rapidement, on est une association donc présidée par Jean-Marc Jancovici, on a une équipe salariée et tout un tas de chefs de projet et d'experts qu'on sollicite. Et en fait, c'est assez intéressant parce que pour le plan de transformation de l'économie française, on a justement sollicité, on n'a pas seulement travaillé avec nous, l'équipe salariée, mais on a aussi sollicité beaucoup de personnes en dehors de l'équipe cœur du Shift. Et donc c'est important aussi de rappeler que ces personnes sont là et que ce sont notamment elles qui ont produit une grosse partie de ces travaux-là. Et je ne sais pas si tout le monde ne connaît pas la différence entre le Shift et les Shifters, même si tout le monde ici connaît le Shift. Donc il y a The Shift Project, qui est une association qui est le think tank, et une association sœur du Shift Project qui s'appelle The Shifters, qui elle est composée uniquement de bénévoles, et actuellement plus de 20 000 bénévoles, qui a été créée en soutien aux travaux du Shift Project. Donc ça vous donne un petit peu la galaxie du Shift
et la manière dont on interagit. Et si vous souhaitez nous, nous soutenir, non, c'est intéressant aussi pour savoir d'où on parle, de comprendre comment on est financé. Globalement, on est financé principalement par les entreprises membres du Shift Project, donc grands groupes, mais aussi de plus en plus des PME, des ETI, par des dons ponctuels et souvent par des sponsors de projets. Et le plan de transformation de l'économie française a été largement financé par un crowdfunding, ce qui est assez unique au Shift, mais voilà, il y a eu ce moment ça a été lancé au moment du début du Covid, enfin, en tout cas du début du confinement, et voilà, il y a eu cet élan collectif qui a permis de financer largement ce projet. Donc voilà pour la petite présentation rapide du Shift. L'idée là, c'était de vous parler de la question des emplois dans le plan de transformation de l'économie française, et globalement de quels sont les enjeux liés à l'emploi si on se projette à long terme pour décarboner. Mais avant ça, je voulais prendre quand même un petit moment pour vous parler du plan de transformation de l'économie française, ou du PTEF de son petit nom, pour vous donner les grands éléments un peu méthodaux, en fait, globalement, la manière dont on a travaillé et pourquoi c'est important pour nous d'avoir travaillé de cette manière. Globalement, le plan de transformation de l'économie française, c'est un grand projet, ou une concaténation de plusieurs projets, en fait. Et l'objectif, c'est de proposer une série de mesures opérationnelles avec pour objectif, 1, de rendre l'économie décarbonée, donc atteindre la neutralité carbone à 2050, et 2, de la rendre plus résiliente, notamment aux contraintes d'approvisionnement en ressources fossiles, mais aussi en matériaux, etc. Enfin, du coup, ça inclut aussi d'autres enjeux. Donc il y a vraiment cette double enjeu de décarbonation-résilience, auquel on a tenté de répondre pour une quinzaine de secteurs qui vont de secteurs très classiques de la décarbonation, l'industrie lourde, l'agriculture, les transports, à des secteurs moins classiques quand on parle du climat, la culture, l'administration publique, la santé, où il y avait aussi la question de comment on décarbone ces activités-là. Pour vous donner vraiment le plan dans les grandes lignes. Et peut-être pour vous faire un point rapidement sur les enjeux énergie-climat, je pense que je vais aller assez vite si vous êtes familier parce que je suppose, vu la composition de la salle, que vous êtes familier de ces sujets-là. Mais globalement, c'est pour redonner pourquoi on traite les questions climat-énergie sous l'angle de la planification, et pourquoi on n'attend pas que les acteurs s'organisent en fait de leur côté. C'est parce qu'il y a un enjeu de temporalité. Quand on prend globalement, on a un budget carbone, et si on prend... Vas-y, si tu veux passer l'animation, s'il te plaît. Si on prend ça a été fait il y a quelques années déjà, donc peut-être que les chiffres sont pas à jour, mais globalement, si on prend les émissions de l'année 2015 et qu'on les étale, on arrive... En fait, on atteint le budget carbone pour rester en dessous d'une augmentation de 2 degrés de la température. On atteint ça d'ici une trentaine d'années, et ça, c'est il y a quelques années. Donc il y a cet enjeu de temporalité, 30 ans ça passe vite. Ça c'est côté climat. De la même manière, je ne vais pas vous détailler le graphe, mais en gros, vous voyez, il y a un petit pic là. Donc là, tout ce que vous avez la grande plaque verte, c'est les ressources, c'est le pétrole conventionnel. Et ensuite, les étages du dessus, c'est le non conventionnel, donc ça va être typiquement le pétrole, etc. Et le pic là, il se situe en gros dans les années 2030. Donc voilà, de la même manière, en particulier en Europe, sur le pétrole, mais aussi sur le gaz, on va avoir ces enjeux En fait, on a un enjeu de transformation très rapide. Et si tu passes encore, en gros, on a ces enjeux-là. Et à côté de ça, si on veut y répondre, il y a des inerties assez fortes pour transformer nos tissus industriels, pour transformer nos parcs d'infrastructures, les mix énergétiques, tout ça. Pour transformer tout ça, il y a des inerties qui sont assez importantes. Et donc, d'où la nécessité d'organiser les actions pour agir sur ces volets-là. Oui, c'est ça, j'ai 20 minutes. J'ai cru que j'avais 10 minutes et que j'étais très en retard, mais tout va bien. Pour vous donner... une chose qui est importante pour nous, c'est dans ce plan de transformation de l'économie française et dans l'approche du Shift en général, c'est de proposer une vision physique de l'économie. C'est-à-dire que contrairement à nos camarades de l'Institut Rousseau, on parle très peu, en fait, on ne parle pas d'unité monétaire. Et on va vraiment parler de
de l'économie avec des grandeurs physiques, avec des mégajoules et des tonnes de ciment et peut-être des nombres de personnes et des nombres d'heures travaillées. Mais ça s'arrête là. On reste sur des choses très physiques. Et pour peut-être vous détailler un petit peu ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si on prend l'industrie, en fait, on a, donc si vous avez en bas à gauche de l'écran, si on prend les secteurs industriels, on s'intéresse à quels sont les matériaux qui sont nécessaires pour faire fonctionner cette industrie. On a toute une question de le resituer de manière systémique dans les interactions avec les autres secteurs. Et typiquement, il y a toute la question des demandes, en fait, des besoins pour la société en aval. Pourquoi l'industrie produit? Pour répondre à des besoins en logement, donc en bâtiment, pour répondre à des besoins de mobilité, donc il faut construire des trains ou des avions et des voitures éventuellement, et des vélos peut-être, pour répondre aux besoins par exemple de l'agriculture qui demande des machines agricoles, mais aussi on a travaillé sur l'industrie chimique, donc qui demande des engrais, des pesticides. Donc voilà, on a essayé en fait on a dans ce projet fait le lien entre tous les secteurs sur lesquels on travaillait, pour s'assurer qu'il y ait une cohérence d'ensemble. C'est vraiment important dans la manière dans laquelle on a travaillé. Et le dernier élément, c'est que pour justement faire cette cohérence d'ensemble, en particulier, on a fait 3 chantiers de mise en cohérence sur l'énergie, les matériaux, donc les matériaux j'en ai un peu parlé, mais donc l'énergie, s'assurer que si on prend les besoins en énergie en fait, de tous les secteurs, ça reboucle en fait. Est-ce qu'on peut vraiment produire toute cette énergie pour tous ces secteurs? Et puis évidemment les besoins d'emploi et de compétences. Comment on fait le lien entre les évolutions d'emploi et de compétences qu'on va observer ou dont on va avoir besoin dans les différents secteurs. Ça c'est la manière dont on a travaillé en faisant les liens entre tous les secteurs sur lesquels on travaillait. Et quelques éléments, alors j'aurais pu mettre en évidence différents éléments, mais peut-être que, je pensais que c'était important de dire que ce que ça apporte cette vision physique, c'est de donner, c'est de dessiner certaines limites. Une des limites, c'est donc la dépendance aux énergies fossiles. J'en parlais tout à l'heure. La deuxième, c'est la question de l'usage des sols. Si on va regarder les besoins en biomasse pour la construction et pour l'énergie, et qu'on les met en parallèle, potentiellement, on va avoir des conflits d'usage. Et un dernier élément, c'est la question des matériaux, de la même manière où il peut y avoir des conflits d'usage. Donc avoir cette vision physique et systémique de mise en cohérence, ça permet de dessiner ces limites-là. Et donc, ce qu'on essaie de faire dans le plan de transformation, c'est de dessiner pas forcément un scénario, mais plutôt ce qu'on appelle une zone de sûreté dans laquelle on peut naviguer, et c'est-à-dire de dire, si on prend en compte ces aspects méthodologiques pour faire des scénarios, alors on a un plan qui est sérieux, et alors on peut vraiment se projeter dans l'avenir. Et les 3 piliers qui nous semblent importants justement pour rester dans cette zone de sûreté, c'est produire de l'énergie décarbonée, donc il y a tout cet enjeu de sortir des énergies fossiles et réduire nos émissions de gaz à effet de serre en produisant de l'énergie décarbonée. Et ensuite, il y a un double sujet, levier technologique et sobriété. La manière dont on a travaillé dans les différents secteurs, c'est qu'on a poussé au maximum en fait, les leviers technologiques, que ce soit principalement des gains d'efficacité ou parfois des ruptures technologiques avec le stockage de carbone, par exemple. Donc on a poussé au maximum ces leviers, et ensuite on a regardé ce qui manquait pour atteindre les objectifs, pour atteindre la neutralité carbone à 2050. Et ça, globalement, ça a été comblé par ce qui reste possible de faire, c'est-à-dire de la sobriété. Et quand on parle de sobriété, il ne s'agit pas de dire qu'on va que individuellement chaque personne doit réduire sa consommation, mais il s'agit de dire qu'on doit se réorganiser pour permettre la sobriété, pour permettre de réduire les consommations de matière, d'énergie. Par exemple, quelques exemples très basiques, ça va être que si on veut réduire les flux de matière nécessaires à l'agriculture, c'est utile de passer à une alimentation
beaucoup moins carné. Et en fait, si ça devient la norme, qu'il y a tout le temps des possibilités de manger végétarien et que ça devient la norme, ça devient facile pour les gens. C'est pas un effort ou un sacrifice que les gens individuellement ont à faire, c'est juste qu'on se réorganise pour ça. De la même manière, sur la mobilité, passer d'utiliser sa voiture à son vélo pour faire des distances de quelques kilomètres, en fait, souvent, ça va dépendre de changements culturels. Ça va beaucoup dépendre en fait de s'il y a des pistes cyclables, si les pistes cyclables sont sécurisées ou non. Et donc ça relève pas des individus, ça relève de choix d'organisation collective. Donc voilà, quand on parle de sobriété, on parle vraiment de se réorganiser pour permettre la sobriété. Et donc c'était les éléments un peu phares que je voulais vous mettre en avant pour vous présenter comment on avait travaillé pour le plan de transformation de l'économie française. Et ensuite, dans ce plan de transformation, donc, il y avait un volet, comme je vous le disais, qui était un chantier de mise en cohérence sur les emplois, qu'on a structuré en 3 parties. Non, tu peux y aller, c'est bon. Je pense que tu peux y aller. Vas-y encore, si tout ça va. Globalement, en fait, on a travaillé de manière transverse donc, dans tous les secteurs sur lesquels on a travaillé pour le PTEF. On s'est posé les questions de comment ça transforme l'emploi, en volume, c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin de plus ou de moins de personnes, de manière qualitative, c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin d'une évolution des compétences pour un même nombre de personnes, et comment on anticipe tout ça. Donc, il y a vraiment du coup, il y a la question de la demande de main-d'œuvre, c'est pour tel secteur qui se décarbone, est-ce qu'il y a besoin de plus ou moins de personnes? Ensuite, deuxième question, et de plus ou moins de personnes et de compétences différentes. Deuxième question, comment on fait pour qu'il y ait ces personnes-là et ces compétences-là? Et troisième question, comment on s'organise pour piloter ces transformations-là? Quelle politique industrielle, quelle politique économique on met en place pour piloter ces transformations-là? Là, on n'a pas beaucoup de temps et du coup, je pense que l'essentiel là, c'est de passer sur les 2 premiers points. Donc, je vais pas trop, je vais pas vraiment rentrer dans le troisième, mais il y a déjà pas mal de choses à dire sur ces 2 premiers points. Vas-y. Peut-être pour vous, avant d'entrer dans le détail des résultats. Vas-y, tu peux cliquer, il manque un bout. Il remanque un bout, désolé. Un petit point sur le périmètre. Donc on a couvert, je vous disais, une quinzaine de secteurs. En fait, ces 15 secteurs, ça représente à peu près un peu moins de la moitié de la population active en emploi à 2018. C'était avec des chiffres de 2018 à l'époque. Et globalement, on a toute l'agriculture, une moitié de l'industrie parce qu'on avait l'industrie lourde, l'industrie automobile, l'industrie agroalimentaire, mais en fait toutes les autres industries manufacturières, à peu de choses près, elles étaient hors scope, on n'a pas pu travailler en détail dessus. Côté construction, on avait toute la construction de logements, et par contre le tertiaire et tous les bâtiments, bâtiments de travaux publics, génie civil, on n'a pas pu travailler dessus non plus. Et après, côté services, ce qui représente vraiment la majeure partie de la population active, vous remarquerez que ce n'est pas la même échelle. Et, on a aussi, il nous manque des secteurs qui sont assez majeurs comme le tourisme, mais on a pu couvrir quand même une assez grande partie aussi des emplois de service. Donc ça vous donne un peu une idée du périmètre, de ce qu'on a couvert. Et ce qui est important, c'est que pour la plupart des services, à part transport, à part toutes les questions de transport, donc aérien, ferroviaire, etc., on n'a on n'est pas allé dans la quantification, parce qu'on n'a pas estimé qu'il y avait des besoins d'emploi supplémentaires ou des pertes d'emploi. Et donc on n'a pas quantifié, on a des éléments qualitatifs, donc de transformation de compétences, mais du coup il y a des transformations qui sont beaucoup moins importantes, donc je ne vais pas en parler en détail là dans cette présentation. Et donc sur les emplois qui restent, vas-y tu peux y aller, sur les emplois qui restent, ça représente à peu près 4 millions d'emplois, et en gros on est parti de l'emploi actuel, et on est passé à... si on se projette à 2050 en mettant en œuvre ou pour mettre en œuvre les propositions sectorielles, où est-ce qu'on arrive? Là, ce que vous voyez, c'est que sur le secteur, sur le périmètre qu'on a couvert, il y a une légère hausse. Mais en fait, c'est pas
tant ça le résultat principal. Les résultats principaux, c'est surtout qu'entre les deux, il y a beaucoup de transformations à la hausse et à la baisse. Du côté de la baisse, on a donc là les secteurs ils sont répartis en grandes familles, donc agriculture, alimentation, habitat, toutes les industries de la mobilité et après les services de transport. Industrie de la mobilité, ça va être par exemple industrie automobile, services de transport, ça va être par exemple les compagnies aériennes. Là, parmi les pertes ce qu'on a identifié comme pertes d'emploi, si on mettait en œuvre les transformations qu'on proposait, il y a par exemple je ne vais pas tout vous détailler parce que ce serait un peu long et laborieux, mais par exemple dans l'industrie automobile, ce qu'on a pris en compte, c'est le fait qu'il y aurait globalement, il va falloir moins utiliser de voitures pour se déplacer, et donc le parc automobile se réduirait. Globalement, il y aurait moins d'automobiles par foyer, et donc la production, si on est sans tenir compte des échanges internationaux, ce qui changerait beaucoup la donne, mais la production diminuerait et d'une part la production diminuerait, donc il y a l'industrie automobile et puis tout l'amont de l'industrie automobile, donc production d'acier, production de plastique, etc. qui est impactée, et puis il y a aussi tout l'aval de la filière automobile qu'on a inclus là aussi, à savoir les activités de vente, de réparation notamment, qui correspondent à quasiment la moitié des pertes d'emploi en fait. Ce qui vous donne un peu une idée de comment on a travaillé, et de ce que ça représente et de ce qu'il y a derrière ces pertes-là. En fait, dans les pertes, il y a vraiment ce sujet de si on met en œuvre ces transformations-là, il y aura des pertes d'emploi dans certains secteurs. Et à l'inverse, dans d'autres secteurs, il y a aussi beaucoup de hausse d'emploi, mais en général, on ne le présente pas trop sous l'idée de création d'emplois, mais davantage sous l'idée de besoin de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire c'est formidable, il y a des emplois qui vont être créés dans l'agriculture parce qu'il y a besoin de plus de main-d'œuvre pour passer en agriculture biologique par exemple, ou qu'il y a des emplois qui vont être créés dans la rénovation de bâtiments parce qu'il y aura besoin aussi là de beaucoup de monde pour rénover massivement les logements, et derrière le tertiaire qui n'est même pas pris en compte ici. Il ne s'agit pas seulement de dire ça, il s'agit aussi de dire que ça ne va pas être évident forcément de trouver assez de personnes et assez bien formées. Donc c'est aussi un gros enjeu. Il y a l'enjeu des pertes d'emploi qui sont des risques sociaux à gérer. Il y a aussi l'enjeu de trouver les personnes et de bien les former, être capable en fait de mener les transformations qu'on propose. Sinon simplement on n'y arrivera pas. Donc ça c'est vraiment je pense un résultat principal de ce travail-là. Qui peut sembler évident et qui l'est de plus en plus, mais qui n'était pas forcément à cette époque-là. Et il me reste une minute, je crois, d'après ma montre imprécise. Peut-être dans les questions que ça soulève, je vais passer rapidement sur deux grands sujets. Il y a la question En fait, ça pose des questions de formation qui sont vraiment importantes, de formation, que tout le monde soit formé à bien comprendre les enjeux pour comprendre et savoir mener ces transformations-là, s'y inscrire. Il y a toute une question d'évolution de pratiques. Dans l'agriculture, passer à des pratiques agroécologiques, dans la rénovation de logements, passer à des rénovations efficaces, des rénovations globales, ça demande beaucoup de nouvelles compétences. Donc il y a tout un enjeu de montée en compétences plus ou moins forte selon les secteurs. Et il y a aussi un enjeu d'identifier en fait pour chaque secteur ses besoins en compétences, en formation, de développer l'offre de formation aussi et de s'assurer que les formations soient accessibles. Par exemple, dans la rénovation de logements, on peut proposer des formations, mais c'est des petites entreprises, donc si elles ne savent pas que suivre si on n'est pas sûr dans l'entreprise que suivre cette formation, ça va permettre de déboucher sur des opportunités de travail, globalement, c'est surtout une perte d'argent pour la structure. C'est souvent des entreprises de moins de 10 salariés, donc c'est vraiment pas évident. Il ne s'agit pas seulement de créer les formations, il s'agit aussi de créer les conditions de possibilité pour permettre cette montée en compétences dans tous les secteurs. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu formation. Et deuxième enjeu qu'on soulève, vous l'aurez pas, ça vous aura pas passé, ça sera pas passé inaperçu sur les visuels précédents, mais il y a vraiment un enjeu de reconversion. Vas-y.
il y a cet enjeu de perte et création d'emplois qui soulève une question de reconversion, même si évidemment on se projette à 2050. Donc il ne s'agit pas seulement de reconversion, il y a aussi des gens qui vont partir à la retraite et d'autres qui vont arriver en âge de travailler. Donc ce n'est pas des centaines de milliers de reconversions dans plusieurs secteurs. Mais en revanche, ce qui peut être intéressant dans le PTEF pour donner des pistes, c'est par exemple de mettre en regard le passage du système automobile à un système vélo, où en fait, quand je parlais des pertes d'emplois dans la réparation d'automobiles, parce qu'il y aura moins d'automobiles, parce que le passage au véhicule électrique, ça demande moins de réparation, par ailleurs, il y aura besoin aussi de beaucoup de travail sur la réparation de vélos, en fait, si ça devient vraiment un mode de mobilité majeur. Donc avoir cette approche transsectorielle, ça permet aussi de dessiner ça. Évidemment, après, il y a beaucoup de questions qui se posent, auxquelles on n'a pas répondu, qu'on a juste effleurées, sur les questions de localisation géographique des emplois, les questions de compétences, les questions d'attractivité des métiers. Donc il y a beaucoup de questions qui restent, auxquelles il faudra encore répondre. Et je pense que je vais laisser la parole à Guillaume pour l'Institut Rousseau. Bonsoir à tous, merci beaucoup Vinciane en tout cas pour ta présentation super intéressante. Moi je vais vous parler non pas d'emploi mais d'investissement. Et avant ça je vais juste donner un peu plus de détails sur l'Institut Rousseau comme tu l'as fait pour le Shift. En gros nous on est aussi un think tank, on est beaucoup plus petit, on est beaucoup plus jeune, on a 3 ans. On a moins de financement aussi, donc on fonctionne essentiellement sur une base bénévole, on n'a pas de permanent. Donc je salue là tous les bénévoles qui font vivre l'Institut Rousseau, mais globalement l'objectif c'est, l'objectif d'un think tank en général, c'est de mettre des idées dans le débat public, et en particulier des propositions de politique publique et des infos un peu chiffrées, un peu science-based, basées sur des faits, pour assainir un petit peu le débat public sur des sujets qui parfois partent un peu dans tous les sens. En termes de taille, nous, donc, on est quand même financé un peu par nos adhérents qui payent une petite cotisation annuelle, mais c'est pas grand-chose. Et ces adhérents, il y en a 12 000 à peu près. Il y a, on va dire, plusieurs centaines d'actifs vraiment qui participent au quotidien à l'élaboration de ces rapports, de ces notes, de ces éditos, de tout ce qu'on met dans le débat public. Et si vous avez envie de participer à ça, en fait, la porte est ouverte. Vous avez envie de porter des sujets, de faire des propositions, c'est vraiment ouvert à tous. Et comme je l'ai dit, on est sur 3 pôles, donc pas que la transition écologique, contrairement au Shift qui est vraiment spécialisé là-dessus. C'est un des 3 gros pôles, mais on travaille aussi sur des questions purement économiques, on va dire, ou sociales. Donc on a fait des notes récemment là, sur la réduction du temps de travail, des notes sur les institutions aussi, qui est le 3e pôle, sur la gouvernance, sur la décentralisation, sur tout un tas de sujets. Moi je gère les sujets transition écologique, donc c'est de ça dont je vais vous parler, et en particulier du rapport 2% pour les intimes, 2% pour 2 degrés. Qui, comme c'est marqué en dessous, là, en sous-titre, vise à chiffrer les investissements nécessaires à l'atteinte de la fameuse neutralité carbone de la France en 2050. Partant du constat qu'il y avait déjà tout un tas de super rapports, dont le PTEF, dont aussi, pour ceux qui connaissent, les travaux de Négawatt, des travaux de l'ADEME, tout un tas d'entités qui avaient déjà assez bien balisé le comment on fait pour décarboner l'économie. Mais il y avait un trou dans la raquette, nous semblait-il, qui était la réponse à la question du combien. Combien ça coûte, ce qui, par manque d'informations, mène assez facilement à tout un tas de double discours, on va dire, ou de schizophrénie, où on affiche des objectifs climatiques toujours plus ambitieux, moins 40% à 2030, non, moins 55, non, à 2030, enfin bref, sans jamais mettre les moyens en face, de se donner les moyens de nos ambitions. Donc en fait, ça ne mange pas de pain de mettre des objectifs si on ne fait rien derrière pour les atteindre, et sans même se poser la question de combien il faudrait mettre sur la table pour qu'on y arrive. Donc on a essayé de répondre à cette question
Alors, juste pour vous dire un peu comment on s'y est pris. Donc là, tu vas pouvoir cliquer pas mal de fois parce que c'était animé, mais globalement, on repart des émissions de la France, secteur par secteur, un peu comme vous. Sauf que le périmètre, il est un petit peu différent. Nous, on part vraiment des secteurs émetteurs. Donc typiquement, tous les secteurs aval, type santé, culture, tout un tas de trucs que vous abordez dans le PTEF, on ne regarde pas directement. Nous, on regarde où sont émises les émissions. Donc, en fait, c'est le transport, l'industrie, l'agriculture, les bâtiments, la production d'énergie, les déchets qui sont associés à l'industrie. Et il y a deux autres secteurs qui sont les puits de carbone. Donc ça, c'est en gros, pour faire vraiment simple, planter des arbres pour absorber l'excédent d'émissions qu'on n'aura pas réussi à réduire. Et un dernier qu'on a appelé les leviers transverses, qui ne sont pas directement liés à des émissions à proprement parler, mais qui sont un peu tout ce qu'il faudrait activer pour s'assurer du bon huilage de l'ensemble. Et donc là-dedans, il y a tout un tas de choses sur l'emploi, sur le fait d'accompagner les filières qui vont être sinistrées, type automobile, aérien, dont on a parlé très bien. Il y a des choses sur booster la R&D, sur les sujets de transition, etc. C'est ce genre de sujet-là. Pour chacun de ces secteurs, du coup, un peu comme vous, on reliste tous les leviers qu'il faut activer pour réduire les émissions. Et là, donc, on n'a pas réinventé la roue, on s'est appuyé sur tout un tas de rapports qui existaient déjà, dont le PTEF. Et donc, vous avez des leviers, il y a une trentaine de leviers qui vont de développer massivement le train et les transports en commun, convertir à des technologies bas carbone les voitures qui vont nous rester et dont on va encore avoir besoin. Ça, c'est pour les transports. Convertir nos systèmes de production agricole à des modes de production plus agroécologiques, moins intensifs, etc. Donc pour tous les secteurs, on liste tout ça, il y en a une trentaine. Et ensuite, pour chacun de ces leviers, on va, tu peux passer à la suite, on va redéfinir des scénarios physiques. C'est là où je module un tout petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que nous aussi, en fait, on part d'une base physique. On n'est pas, on peut parfois faire cette critique à des économistes qui font tourner leur modèle complètement décorrélé des réalités physiques. Nous, clairement, on ne voulait pas faire ça. Donc on repart des réalités des flux physiques. On met tout un tas de scénarios d'évolution sur les paramètres physiques qui sont sous-jacents à tous ces leviers. Donc combien de foyers il faut rénover thermiquement, énergétiquement, à quelle vitesse, de combien de kilomètres de rails on parle, etc. Et donc ces paramètres physiques, on les fait évoluer selon deux scénarios. Un scénario de transition qui nous permet d'atteindre notre objectif de décarbonation à 2050. Et parce qu'on veut aussi répondre à la question non seulement du combien ça va coûter dans l'absolu, mais aussi de combien ça va coûter en plus ou en moins, en l'occurrence c'est en plus, de ce qu'on s'apprête de toute façon à faire en mode tendanciel. On fait aussi un scénario tendanciel. Parce qu'en fait, on va de toute façon là, claquer des investissements sur tous ces sujets de comment se nourrir, comment se transporter, comment se loger, etc. On va acheter des voitures, donc l'idée c'est vraiment de comparer ça, le scénario de transition, à un scénario tendanciel qu'on appelle business as usual, parce qu'on aime bien les mots anglais. Et c'est la différence entre ces deux coûts qui nous donne en fait le surcoût de transition. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder le rôle que peut avoir la puissance publique dans tout ça, pour s'assurer que ça se passe et que ça se passe au bon rythme. Donc en gros, c'est la place de l'État et des collectivités en tant que catalyseur du changement. Nous, on pense que la main invisible du marché fait pas le taf toute seule, sinon ça aurait déjà eu lieu. Et donc, il y a sur certains sujets plus que d'autres besoin d'une implication forte de la puissance publique. Et donc en face de tous ces leviers de décarbonation, on va lister des mesures de politique publique. Donc là c'est pareil, on n'a pas réinventé la roue, il y a plein de trucs qui existent déjà, mais qui nécessitent d'être plus ambitieux, d'être renforcés. Et parfois il y a des choses qui n'existent pas et on a fait des propositions un peu plus innovantes. Mais en gros du coup on est passé d'une trentaine de leviers à plus de 70 propositions de politique publique que vous pourrez trouver dans le rapport si vous voulez aller regarder dans le détail secteur par secteur. Mais donc voilà, c'est renforcer la prime à la conversion pour les voitures,
renforcer les subventions à la rénovation, etc. Donc ça va nous donner, pareil, tu peux avancer, un coût public de transition, un coût public en tendanciel et un surcoût public par différence. Les deux dernières questions auxquelles on a répondu, c'est OK, tant de milliards de surcoût public, je vais vous donner les résultats juste après, mais la question c'est comment on les finance, comment on va les chercher, où est-ce qu'on va les chercher. Et donc on a tout un volet sur le financement. Donc là c'est la tuyauterie financière qui répond à la question de où va aller chercher cet argent, où l'État va aller chercher cet argent. Et il y en a un dernier qui n'est pas sur la slide, mais qui est quels sont les avantages qu'on a à transiter, y compris d'un point de vue purement économique, pour bien montrer que ce n'est pas juste un poste de coût, c'est en fait plutôt un investissement. Et au-delà du fait qu'on n'a juste pas le choix, il faut le faire, parce que voilà, on ne va pas redécrire ce que c'est qu'un monde à 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés, mais c'est pas cool. D'un point de vue purement économique, même si on a notre logiciel purement financier et économique, en fait, il y a des très bonnes raisons de le faire. Et on va faire tout un tas d'économies sur des dépenses dont je parlerai un tout petit peu juste après. Donc ça, c'est en gros, c'est ce qu'on a fait et comment on l'a fait. Très vite fait, tu peux cliquer 2 fois. Ce que le rapport n'est pas ou ce qu'il ne contient pas, en tout cas les limites ou ce qu'on pourrait compléter plus tard, c'est que là vraiment on est focus, un peu comme vous, on est focus neutralité carbone et pas transition écologique au sens large. Donc c'est vraiment des montants qui sont... j'ai pas mis de chrono d'ailleurs, je vais le mettre maintenant. 20 minutes à partir de maintenant. Donc tout ce qui est biodiversité, gestion de l'eau, etc., c'est pas dedans, donc faut avoir conscience que c'est vraiment un seuil bas. Ça contient que les coûts d'investissement, pas les coûts complets, pas les OPEX. Donc pour ceux qui connaissent CAPEX, OPEX, coûts d'investissement, coûts d'opération. Donc tout l'impact de la transition sur les coûts d'opération et sur la rentabilité des différents acteurs, c'est hors scope. C'est une limite de l'étude, mais déjà il n'y avait rien sur les coûts d'investissement. Donc là on a au moins comblé cette case-là. Et puis, voilà, on ne distingue pas État, collectivité. Bon, je vous passe tout ça, vous avez déjà lu ce qu'il y a écrit. Tu peux passer à la suivante. Vous savez d'ailleurs, au niveau des émissions, quel est le secteur en France qui émet le plus, qui est responsable de la plus grande part des émissions? Transport. Bien joué. Vas-y, tu peux y aller là, tu peux cliquer plein de fois. Transport, c'est 30%, dont la moitié, c'est nos voitures perso. Et ensuite, vous avez un truc un peu ISO entre l'industrie, l'agriculture et le bâtiment qui représentent 15-20% chacun. Et ensuite, c'est la production d'énergie qui, en France, est en partie décarbonée sur la partie électricité grâce au nucléaire. Mais on produit quand même, on continue de raffiner du pétrole dans nos raffineries pour faire tourner nos voitures, etc. Voilà, industrie, c'est très éclaté entre plein de sous-secteurs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Agriculture, c'est grosso modo moite-moite entre du méthane qui est émis par tous les ruminants, en fait, qui érodent du méthane, tout simplement, et la dégradation à l'air libre de leur déjection. Ça, c'est moitié. Et l'autre moitié, c'est du N2O, du protoxyde d'azote, qui est lié au fait qu'on utilise des intrants azotés pour faire pousser nos plantes. Puis un tout petit peu de CO2. Voilà, mais en gros, on part de 435 mégatonnes de CO2 par an. Et dans notre plan, là, si on cumule tous nos leviers, tu peux recliquer, on arrive à pas loin de 0, mais pas tout à fait, 58. C'est pour ça qu'il y a besoin des puits de carbone dont je parlais tout à l'heure, tu peux recliquer. Qui nous permettent d'arriver là un peu en dessous de 0 parce qu'on prend un peu de marge de manœuvre en considérant que peut-être tout va pas bien se passer comme on l'a mis sur le papier, ce qui est probable. Et ça correspond à des degrés de décarbonation de chaque secteur qui sont différents. Si tu recliques, vous allez voir que y a des secteurs qu'on arrive à super bien décarboner, transport, bâtiment, et d'autres qui sont un peu plus chauds à décarboner, notamment l'agriculture. On pourrait aller plus loin, mais ça voudrait dire encore moins de bétail, encore moins d'azote. Et donc là, après, c'est des arbitrages politiques. Tu peux passer à la suite. Ça, c'est les résultats. Coût total, donc combien d'investissements il faut mettre chaque année en moyenne d'ici 2050 sur la table? 101 milliards, ça vous dit rien, je vous donnerai des ordres de grandeur tout à l'heure.
Le surcoût, c'est à peu près un tiers de ça. Et le surcoût public, c'est 36 milliards. Si tu passes à la suivante, donc vous voyez à droite les 180 milliards dont je viens de parler, là c'est 182 mais peu importe. Et la bonne nouvelle en fait c'est que les 2/3 de ces investissements, on a déjà prévu de les lancer en business as usual, c'est les 125 que vous avez à gauche. Et en fait il y a un premier enjeu qui est majeur, qui est de faire switcher ces 125 milliards où il y a déjà un peu de vert dedans parce qu'on fait déjà un peu pour la transition, mais le but c'est de rendre ça 100% vert. Donc de switcher tout ça, donc l'agriculture intensive vers l'agriculture agroécologique, les voitures thermiques vers des voitures électriques pour celles qu'on va encore garder, etc. Et le surcoût, du coup, c'est un tiers en plus qu'il faut aller chercher. Si vous regardez secteur par secteur, en fait, vous voyez que le gros de l'investissement, c'est sur les deux secteurs qui sont massifs, c'est le transport et les bâtiments, parce qu'en fait, c'est là où on parle de millions d'objets à changer. Mais si vous regardez en surcoût, la slide d'après, vous voyez que le changement, le classement, il change complètement, et notamment le transport, il baisse à fond dans le classement pour deux raisons simples. La première, c'est que, en fait, le delta de coût d'achat entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, il tend à se réduire dans le temps, dans les prévisions. Et le deuxième, c'est que, avec tout ce qu'on a dit sur le report modal, développer le train, le vélo, le transport en commun partout où on le peut, permet de réduire la taille de la flotte des véhicules roulants. Donc ça, tu l'as mentionné. D'ailleurs, on se base sur votre étude pour en parler de ces données-là. Et ça fait que dans le scénario de transition, il faut avoir moins de voitures que dans le scénario business as usual. Et du coup, par différence, ça fait un surcoût qui est pas mal diminué. Et donc là où il faut vraiment mettre le paquet, en plus de ce qu'on fait et en plus du switch dont je parlais tout à l'heure, là où il faut aller chercher vraiment de l'argent en plus, c'est pour la rénovation des bâtiments et le renouvellement du système énergétique, donc produire des ENR et pas que électriques. Ça veut dire aussi remplacer le gaz fossile par des gaz verts, que ce soit des biogaz, biométhane ou de l'hydrogène éventuellement. Et ça nécessite le développement d'infrastructures et de capacités de production qui est assez fort. Tu peux passer à la suivante. Si on regarde sur le public, en gros, on passe de 34 à 70, donc on double l'effort d'investissement public nécessaire. Et si on regarde dans le détail des secteurs, slide suivante, là on voit que, donc là je vous mets juste les surinvestissements directs parce que le classement investissement et surinvestissement c'est globalement le même. C'est dans le bâtiment qu'il faut mettre le paquet d'argent public. Pourquoi ? Parce que globalement c'est un secteur où ça ne va pas se faire tout seul. On voit bien, en fait ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas notamment parce qu'il y a tout un tas de freins économiques, parce qu'il y a tout un tas de foyers qui n'ont pas la thune pour le faire, qui n'ont pas la trésorerie pour le faire, ou qui pensent que ce n'est pas leur priorité de le faire et qui n'ont pas envie de le faire. Même si, in fine, il y a un retour, ça devient intéressant, ça se rembourse au bout de quelques années, et rationnellement, ils devraient le faire, mais voilà, ils ne le font pas. Et il y a tout un tas de gens qui ne peuvent juste pas le faire. Donc c'est typiquement sur ce genre de sujet où il y a besoin d'une intervention publique et il y a besoin de mettre le paquet. Et donc nous, typiquement, là, en moyenne, on part du principe qu'il y a à peu près la moitié des investissements qui doivent être couverts et incentivés par le public. Et en faisant une gradation, ça va jusqu'à 100% pour les plus précaires et ça décroît en fonction du niveau de revenu, quoi. Voilà. Je ne vais pas plus vite, mais pas plus dans le détail, juste pour vous dire que du coup, c'est 36 milliards d'argent public en plus à aller chercher par an, pour vous donner des ordres de grandeur comparables. C'est équivalent à peu près à ce que l'État français rembourse chaque année aux banques privées pour rouler les intérêts de sa dette. Okay. C'est moins que ce qu'on a versé en 2019 aux actionnaires en France, 50 milliards. C'est à peu près 2 fois moins que ce qu'on a mis sur la crise du Covid en 2020. Si on se compare à un autre investissement qu'on fait pour le futur, qui est le budget de l'éducation nationale hors enseignement supérieur, on est là aussi à peu près à 2 fois moins. Donc on investit sur l'éducation de nos enfants, pourquoi on n'investirait pas sur la sécurité de tous, tous les sens du terme au niveau climatique. J'aime bien celle-là, c'est comparé à la fraude fiscale.
c'est à peu près 2,5 fois moins. Et puis, si on compare à des recettes de l'État, c'est à peu près 3 fois moins que les recettes de l'impôt sur le revenu. J'aurais pu ajouter ce que l'État a a dépensé en mode quoi qu'il en coûte. Et je ne dis pas que c'était injustifié, mais sur les boucliers tarifaires énergétiques, l'année dernière, c'était 115-120. Donc, vous voyez, en fait, pour moi, ça c'est parlant parce que par manque d'anticipation, parce que les discours précédents, c'était mais vous n'y pensez pas, c'est bien trop cher, l'argent magique n'existe pas, etc. On n'est pas sorti des fossiles, ou très insuffisamment rapidement. Et en fait, du coup, on se retrouve à gérer des crises où là, on se dit, mais on ne peut pas tolérer la casse sociale qui va aller avec, donc on arrose, et sur des montants qui sont 4, 5, 6 fois plus importants, que ce dont on aurait besoin si on faisait les choses de façon un peu planifiée. Et ça, le chiffre le dit très bien aussi, ça va coûter beaucoup, et plein d'autres gens, ça va coûter beaucoup plus cher si on est en réactif. Il y aura beaucoup plus de casse sociale in fine que si on anticipe un peu les choses et on planifie. Alors la planification, c'est un mot qui est devenu à la mode, et tant mieux. Maintenant, il faut voir ce qu'on met derrière. Voilà, je passe très vite. Tu me dis au niveau temps 5 minutes ? Ok. J'ai presque fini. Donc la question, une fois qu'on était passé sur combien ça coûte, 180 milliards, dont les 2 tiers qu'il y a déjà, qu'il faut réorienter, 1 tiers aller chercher en plus. Ok. Le public, en gros, il faut doubler, et ces 36 milliards, ça correspond à ce que je vous ai dit. Et après, sur comment on finance ces 36 milliards, alors on pourrait commencer par supprimer les niches fiscales qu'il y a sur toutes les activités polluantes. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 15 milliards aujourd'hui, à peu près, par an, qu'on donne aux énergies fossiles. Donc typiquement pour ne pas taxer le kérosène, pour détaxer tout un tas de transports fossiles. Voilà, il y a tout un tas de niches fiscales qui sont complètement à contre-courant de ce qu'il faudrait faire. Donc déjà, on pourrait commencer par pas mettre de l'argent là, et ça permet de récupérer en fait déjà la moitié de ce dont on a besoin pour faire transiter le système. J'ajoute à ces 15 milliards qui sont vraiment sur les fossiles à peu près 10 milliards de subventions à l'agriculture intensive qu'on pourrait tout simplement rebasculer sur de l'agriculture agroécologique. Donc déjà, commencer par faire ça, ça couvre la moitié du besoin. On peut utiliser la commande publique, donc tout ce que l'État en fait achète, développe comme dans ses appels d'offres, pour faire une traction sur toutes ces filières et aider à les développer. La moindre des choses, c'est que l'État soit exemplaire en fait sur la manière dont lui consomme et achète. Et puis après, si on a besoin de plus, on peut encore tout à fait s'endetter un petit peu plus. Ça, on le défend. Le rapport Pisani-Ferry qui est sorti, vous avez peut-être entendu parler, qui a été commandé par la Première ministre et qui est sorti il y a quelques semaines, le dit aussi, comme nous. C'est tout à fait soutenable d'augmenter encore ça. On fait partie des pays qui peuvent largement se le permettre. Encore faut-il modifier un petit peu le mindset, l'état d'esprit, la doctrine en fait. Peut-être on y reviendra dans le débat, mais tout ce qui est règles budgétaires très, très austères et à la base complètement sorties du chapeau, genre les critères de Maastricht, 3%, 60%. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Et puis, si vraiment il y a besoin, il y a d'autres manières de faire, un peu plus exotiques, un peu plus hétérodoxes, on va dire, mais qu'on défend. Financement monétaire, conversion des dettes publiques de la BCE. Donc, il faut savoir que la BCE a des quantités astronomiques en fait, de dettes, rachète tous les jours des quantités d'actifs incroyables et qui restent à son bilan et qui ne servent à rien et dont l'annulation potentiellement n'aurait aucune conséquence sur la BCE en tant que telle. Et ça, on pourrait très bien conditionner l'annulation d'une partie de ces dettes à des investissements verts. Donc ça s'appelle le swap de dette, pour ceux qui connaissent un peu, et ça se fait. Ça s'est déjà fait par le passé. Alors c'est très hétérodoxe, donc voilà, il y a débat, mais on est heureux de susciter ce débat. Et ça vient d'être fait au Galapagos, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais en gros, c'est l'Équateur du coup qui a mis en place ça, en gros pour protéger
les écosystèmes naturels des Galapagos qui sont hyper sensibles et qui sont en train de souffrir pas mal. En gros, il y a eu un accord international pour baisser, des gens qui avaient prêté de l'argent à l'Équateur ont dit ok, on réduit votre dette de genre 1 milliard et en échange vous investissez cet argent pour protéger les Galapagos. Donc ça c'est un truc qu'on peut faire aussi si on a besoin d'aller chercher, mais globalement c'est même pas sûr qu'il y ait besoin. Voilà, dernière slide je crois, juste pour donner quelques exemples des intérêts qu'on a à faire tout ça aussi d'un point de vue purement économique. J'ai parlé des 115 milliards ah oui, non, pardon. J'ai parlé de ce qu'on avait dépensé en bouclier tarifaire. Mais il faut savoir que aussi, tous les ans, globalement, la France, l'écosystème français, dépense des dizaines de milliards pour importer des produits fossiles. Et donc ça, c'est aussi, si on sort des fossiles, c'est tout autant de choses qu'on a pu acheter. La balance commerciale au moment de l'étude sur les fossiles, c'était 50 milliards, mais l'année dernière, avec tout le contexte que vous connaissez, ukrainien notamment, c'est passé à 115 en fait. Donc ça, c'est majeur. Et après, mais c'est pas directement l'État qui paye ça. Par contre, là, on s'est appuyé sur vous, sur les emplois. Alors, on a vraiment du coup pris la partie purement création nette d'emplois, qui est la partie émergée de l'iceberg, mais si vous voulez toute la nuance de ce qu'il y a derrière, il faut lire le PTEF. Mais du coup, on a pris les 300 000 emplois nets créés dans l'étude, mais c'est une valeur basse. Il faut savoir qu'il y a d'autres études, l'ADEME et autres, qui disaient plutôt 700 000, 1 million. Mais ça, juste les 300 000, ça représente à peu près 10 milliards d'économies sur les indemnités Pôle emploi. On va faire aussi des économies sur la Sécu, parce que globalement, moins de pollution, meilleure alimentation, gens en meilleure santé, moins de malades, moins de frais sur l'hôpital. Et puis, il y a une petite section pour aller voir aussi sur le fait qu'il y a des économies à faire pour les ménages, typiquement sur la facture énergétique, évidemment. Voilà, la conclusion de tout ça, c'est que globalement, une fois qu'on a fait très dans le détail tous les calculs, on peut conclure assez simplement que c'est des montants qui sont complètement à notre portée, on sait comment les financer, et au-delà de ces deux premières conclusions, il y a tout un tas d'avantages, évidemment sociaux, évidemment presque de type de survie, quoi, on pourrait dire, mais même d'un point de vue purement économique, tout ça va se rembourser. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. C'était super intéressant pour continuer un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit, notamment on a parlé rapidement du rapport Pisani-Mahfouz, de planification, et donc on voit qu'aujourd'hui il y a quand même le gouvernement met en place une politique avec le secrétariat général à la planification écologique, avec des conseils nationaux de l'industrie qui sont dédiés aussi à ça, avec des annonces sur beaucoup de sujets, sur le retour de la consigne pour le verre, etc. Et donc la question qu'on se pose aussi, c'est comment ça s'articule avec vos travaux. Est-ce que c'est une puissance de lobbying, où est-ce que vous êtes au moment où ces décisions sont prises, et un peu ce que vous en pensez. Donc je ne sais pas qui de vous deux veut se lancer d'abord. Moi, je vais peut-être commencer avec le secrétariat général à la planification écologique, et pour le rapport Pisani-Mahfouz, je te laisserai la main. Oui, en effet, il y a donc sous ce quinquennat-ci un secrétariat général à la planification écologique qui a été créé, qui est rattaché à la Première ministre, et qui a pour mission de coordonner en fait donc de transition écologique de tous les ministères. D'où le fait que ce soit rattaché à la Première ministre avec la vision globale. C'est pas issu directement de nous, parce que déjà on a fait partie d'un des acteurs qui pousse ce sujet-là, et il me semble que c'était en fait poussé ensuite de Terra Nova, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a juste fait partie des acteurs qui ont poussé ce sujet-là et cette manière-là de saisir de ces enjeux-là et de les coordonner, de les planifier. Et
on est pour le coup très heureux que ça existe. Il y a des premiers résultats, il y a des premiers documents en fait, des premières conclusions d'une certaine manière, ou peut-être des premières étapes de travail qui commencent à sortir du SGPE, de son petit nom, et qui posent des sujets. En fait, ils ont une vision physique, systémique donc, et ça pose la question des conflits d'usage. Et globalement, ça permet vraiment de poser les questions dont je parlais tout à l'heure, qui sont de si chaque secteur mène sa feuille de route de décarbonation, ou en l'occurrence si chaque ministère mène sa feuille de route de décarbonation, et que c'est fait que c'est fait en silo, il n'y aura pas de vision sur les conflits d'usage, sur l'électricité, sur les ressources matérielles, etc. Et pour le moment, le SGPE permet de poser ces sujets-là. Donc on est très heureux que ça existe, et on est sollicité pour contribuer, et on est heureux de pouvoir contribuer. Et après, par contre, on reste dans l'attente de voir ce que ça donnera en termes de mise en œuvre, donc de redescente à l'échelle des ministères et ensuite de mise en œuvre opérationnelle. Donc pour le moment, on en est à un plan de travail qui nous semble, qui est vraiment positif. On est vraiment content qu'il existe. Et la question, ça va être qu'est-ce que ça va donner concrètement. Et là, il est encore trop tôt pour le dire. Ouais, je partage ton avis. Alors nous aussi, on avait poussé, d'ailleurs, c'est dans le rapport 2% au niveau des propositions sur la gouvernance, on avait vraiment poussé aussi pour qu'il y ait une entité qui soit directement rattachée au cabinet du Premier ministre pour être tout en haut de l'organigramme, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Il faut un chef d'orchestre qui ait la possibilité de parler à tous les ministères et potentiellement donner de la voix si nécessaire. La question derrière, c'est quel est le niveau d'ambition du cabinet du Premier ministre et du Président de la République, puisqu'en fait, c'est ça qui compte, in fine. Si vous avez, je schématise, mais pas d'ambition à ce niveau-là, vous pouvez mettre toute la gouvernance de mise en œuvre derrière que vous voulez, vous n'aurez pas de résultat. Donc, nous, on est attentifs à ce qui va se passer, en fait, parce que là, l'entité, elle a un peu moins d'1 an à son actif, c'est encore récent. Donc, c'est cool qu'elle existe. Malheureusement, elle n'a pas de pouvoir en propre, donc c'est vraiment consultatif. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils aient un moyen de prendre des décisions, hein, tout simplement. Et ça dépend, en fait, in fine, du niveau d'ambition qu'il y a juste au-dessus. Après, tu parlais de la loi sur l'industrie verte. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on est en train de préparer une note là-dessus. Donc, moi, j'ai un avis détaillé sur ce projet de loi. Et si je vous la fais courte, globalement, l'industrie au sens large, déjà, c'est un des rares sujets sur lequel le gouvernement a mis de l'argent, notamment dans France Relance. Il y a 1 milliard là-dessus, dans France 2030, il y a 5-6 milliards. Donc c'est à peu près les ordres de grandeur qui sont pas si loin de ce qu'on proposait dans 2%. Donc ça, c'est le seul secteur où c'est le cas, hein, je vous le dis tout de suite. Alors malheureusement, c'est pas du tout là où il y a le plus de besoins. Vous avez vu sur les graphes, l'industrie, c'est tout petit dans un coin, donc c'est pas le gros de l'effort à faire, mais c'est toujours, il faut saluer quand même ça. Mais c'est pas forcément le projet de loi industrie verte qui vient apporter ces capitaux-là, c'est les lois d'avant. Et la loi industrie verte elle-même, en fait, elle a plein de libellés super cool, mais globalement, elle est très creuse. Ça, c'est la version très, très, très schématique. Je pourrais développer tout ça, ça vous intéresse, mais ça manque quand même cruellement d'ambition quand on regarde un petit peu dans le détail ce qu'il y a derrière. Voilà, si je vous donne un exemple, ils disent qu'il faut conditionner les aides publiques à l'engagement écologique des entreprises. Donc, quand vous lisez ça et que vous êtes convaincu de tout ce qu'on vient de raconter, vous dites ouais, super. Puis en fait, après, vous allez voir comment ils comptent s'y prendre. Alors déjà, les aides publiques en question, c'est vraiment juste les aides transition écologique, hein, c'est pas l'ensemble des aides d'État données aux entreprises qui ne sont pas du tout conditionnées à quoi que ce soit. Déjà, c'est une limite quand même assez majeure. Et surtout, même quand on va regarder ça, vous dites, OK, à quoi elles vont être conditionnées concrètement ces aides? À l'établissement d'un diagnostic
qui, c'est écrit dans le texte du communiqué de presse de la loi, peut être réalisé en quelques minutes sur le site internet. Vous voyez le niveau de robustesse ou d'ambition ou de contrainte en fait, qu'on demande, c'est un peu léger, quoi. C'est juste un exemple, mais voilà. Je ne sais pas si tu voulais qu'on élabore un peu plus sur ces questions-là. Mais... Peut-être juste pour ajouter un élément sur ce qui se passe actuellement au gouvernement. Il y a le SGPE, et après il y a des initiatives ministérielles en fait, notamment parce que la loi climat et résilience demande au ministère d'avoir une feuille de route de transition écologique, je crois. J'avais envie de dire décarbonation, ça doit être transition écologique. Et donc il y a aussi, en fait, il y a du coup des initiatives qui sont un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ministères qui se saisissent de ce sujet-là, pas forcément au niveau d'ambition proposée par le SGPE, sachant qu'en plus c'est des gens qui travaillent de manière simultanée, donc il n'y a pas forcément eu... donc en termes de temporalité, ça se succède pas nécessairement. Et par exemple, nous, on a beaucoup été impliqués sur les travaux du Haut Comité pour un numérique éco-responsable. On a publié une tribune à ce sujet, mais il y avait clairement un niveau d'ambition qui était bien trop faible, enfin pas du tout à la hauteur des enjeux et du fait que le numérique représente plus de 10% de la consommation d'électricité en France, par exemple, avec des usages croissants. Et donc quand on va avoir des contraintes sur la disponibilité d'énergie, en particulier d'électricité, voilà, c'est vraiment c'est pas juste, c'est pas un sujet anodin. Et bref, il y a cet enjeu de coordination aussi, et que le SGPE joue vraiment ce rôle de coordination, et cette question de une fois que les ministères s'en saisissent, qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est un peu pour vous faire sentir ce qui se passe un petit peu au gouvernement. Ça va, voilà, il y a des initiatives qui ont lieu en parallèle et qui n'ont pas toutes le même niveau d'ambition et qui répondent pas toutes aux mêmes logiques. Ouais, je partage ce que tu viens de dire, et d'ailleurs, en fait, si je voulais schématiser un peu le truc, je dirais que tant que ça coûte pas beaucoup d'argent public à l'État, il y a des choses qui sont faites de manière, qui doivent être saluées dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire d'il y a 2 ans. Il y a cette fameuse interdiction de détruire les produits invendus. Donc ça c'est à charge complètement des grandes et moyennes distribs. Donc c'est cool. Quand dans le projet de loi climat résilience, il y a différents objectifs, mais comme tu le disais, c'est un peu fourre-tout. C'est beaucoup de saupoudrage de plein de sujets, mais en fait on a du mal à identifier des mesures fortes et des vraies enveloppes d'investissement nouvelles. Et en fait ça c'est un peu symptomatique de la logique un peu générale de ce qui est fait en ce moment, ces dernières années, qui est vraiment, voilà, tant que ça coûte rien d'argent public, puis ça va dans le bon sens, et que ça coûte pas trop cher à personne, ok, on y va. Mais dès que ça demande des investissements proactifs publics, on le fait pas. Or, on a vu qu'il fallait quand même aller sortir 36 milliards en plus par an. Alors au final, on le fait, mais sur des trucs en réactif, comme je disais tout à l'heure, avec bouclier tarifaire &Co. Et dès que ça demande trop d'efforts de la part du privé, là, on est frileux aussi. On est plutôt dans... on demande, quoi. Hein. Il y a des mèmes, même, c'est devenu un mème, ça. Bruno demande, pour ceux qui connaissent. Mais c'est vraiment, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire un effort? Donc en fait, on voit bien que globalement, ça c'est insuffisant pour avoir des résultats. Donc il se passe pas rien, mais ça se passe très lentement, à dose homéopathique. Globalement, on fait confiance au marché pour trouver les solutions. Ce qui, je pense, on l'a prouvé ces dernières décennies, n'est pas suffisant. Et vu l'urgence de la situation, où à notre sens, il faudrait se mettre en économie de guerre un peu planifiée, ou en tout cas l'État catalyse les investissements privés dans un certain nombre de directions souhaitables socialement, au vu de ces enjeux-là, on n'y est pas du tout. Il y a aussi une autre question qui se pose dans ce que vous avez évoqué, c'est que
ok, on voit comment on peut transformer l'économie, enfin, quel levier il faudrait activer. Du coup, on voit aussi que ce serait possible de le financer avec une forte volonté, notamment politique, mais aussi de la part des entreprises, parce qu'il y a quand même un volet privé que vous détaillez. Et il y a la question que ça pose, c'est sur la faisabilité en fait de toutes ces mesures, même s'il y a un investissement et s'il n'y en a pas certaines qui sont difficiles à mettre en œuvre. Notamment, je pense à tout ce qui est notamment commande publique ou favoriser la production française, notamment puisque donc avec le mix décarboné, ça permet de limiter quand même les émissions par rapport à importer, notamment d'Asie. Or, il y a quand même beaucoup d'accords de libre-échange, même au sein de l'Union européenne, les pays ont des mix énergétiques différents. Et du coup, est-ce qu'il y a des moyens de passer ces difficultés-là? J'y vais? Ok. Ouais, question super intéressante, assez vaste. Je vais essayer de répondre succinctement. Mais en gros, bien sûr, le libre-échange, d'une manière générale, pas besoin d'avoir fait une thèse là-dessus, mais on voit bien que globalement, ça joue négativement sur les politiques de reconstruction écologique, au sens où généralement on importe des produits qui sont moins disants, moins chers, du coup moins disants, ça peut être corrélé d'un point de vue environnemental et social aussi. Et en fait, donc, clairement, il faut relocaliser tout un tas de choses, on l'a vu avec la pandémie notamment. Pour ça, on peut faire deux choses. On peut incentiver, donner envie aux différents acteurs de se réimplanter sur notre territoire. Pour ça, globalement, il faut donner des signaux prix, puisque c'est comme ça que prennent des décisions les acteurs économiques. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Donc il y a des exemples, hein, mais le Japon, par exemple, ils prennent en charge les 3/4 des coûts de réinstallation de sites industriels sur leur territoire. Alors, ils ne vont pas jouer sur le coût de production, et si le coût de production est beaucoup trop cher localement, ça, ils n'agissent pas dessus, mais sur les frais, les capex, on va dire, les coûts d'investissement de relocalisation, ils agissent dessus. Les US aussi, dans leur Inflation Reduction Act, là, qui est sorti récemment, ils ont lancé des énormes crédits d'impôt sur les filières renouvelables, solaires notamment, mais vraiment au point de, genre, une entreprise de panneaux solaires qui veut s'implanter aux États-Unis, elle ne paye pas d'impôts pendant 10 ans. Ces trucs sont massifs en fait. Et là, c'est no-brainer. Enfin, il y a pas de, les entreprises ne réfléchissent pas super longtemps avant de se dire, ok, j'ai un intérêt à y aller, quoi. Donc ça va un peu avec des questions en fait, de protectionnisme. Et en fait, tu l'as dit en filigrane dans ta question, mais il y a des freins très forts en Europe là-dessus. Donc la Chine, les États-Unis, un peu tout le monde dans le monde met en place des mécanismes pour favoriser leur production locale et leurs acteurs. Et nous, en Europe, on est un peu pieds et poings liés par le traité de Rome, qui dit globalement qu'il faut une concurrence, il faut une circulation absolue des biens, des services et des personnes, et que toute forme de subvention d'État à des acteurs privés, c'est de la distorsion déloyale, et que toute forme sur le Made in France, quand tu parlais de ça, en fait, c'est pareil, c'est au niveau européen, il y a un blocage. Donc il y a eu un jugement de la Cour d'appel, de la Cour de justice européenne, c'était un moment, en 85, je crois, de mémoire, qui dit que obliger les acteurs à étiqueter la provenance de leurs produits, c'est interdit parce que c'est non conforme avec le traité de Rome, sauf exception des produits alimentaires périssables pour des raisons sanitaires. C'est pour ça que vous savez que votre clémentine là, vient d'Espagne, mais sur tout autre produit que les produits alimentaires, il est interdit, en tout cas il y a eu un jugement européen qui dit non, pas le droit d'afficher la provenance, donc pas le droit de dire, pas le droit d'obliger tout le monde à dire est-ce que c'est fabriqué en France ou est-ce que c'est fabriqué ailleurs. Du coup, le Made in France aujourd'hui, c'est vraiment juste un petit surplus marketing pour quelques entreprises
qui décident de le faire. Mais ça reste assez limité. Et c'est pas une métrique systématique de choix du consommateur dans sa manière de consommer. Alors que, en fait, c'est clairement prouvé que ça aurait tout un tas d'impacts bénéfiques. C'était le Conseil d'orientation pour l'emploi il y a quelques années qui disait que si les Français achetaient ne serait-ce que 10% de produits français, ça créait genre 150 000 emplois nets, quoi. Donc on parlait tout à l'heure de 300 000 emplois à l'échelle de la société française. En fait, c'est énorme, quoi. Du chiffre d'affaires qui va avec, évidemment, donc de la croissance locale, etc. Si tant est que ce soit un objectif, on pourra en discuter. Voilà. Et niveau mentalité, c'est pareil. En sortie de pandémie, il y avait quasiment 4... Alors c'est en sortie de pandémie, vous allez me dire ça a peut-être rebaissé légèrement depuis, mais il y avait 90% des gens qui disaient « Ok, moi je suis prêt à acheter local et à payer un peu plus cher pour du local ». Alors il faudrait quantifier le plus cher, l'élasticité de ça face au signal prix, mais globalement les gens, culturellement, ils sont prêts pour ça. Mais il y a effectivement des verrous réglementaires. Donc là, il faut prendre son bâton de pèlerin, aller voir... ou plutôt que d'aller essayer de convaincre, a priori, faire, voir si on nous tape sur les doigts, et si on nous tape sur les doigts, plaider auprès de la même cour de justice que on le fait pour des raisons sanitaires, pourquoi pas pour des raisons sanitaires étendues, type climatique, quoi. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. J'ai peut-être posé une dernière question et après laisser la salle à ces questions. Comment est-ce que on onboard les gens individuellement à agir pour la transition? Et enfin là, tout ce que vous avez présenté était assez macro. Et donc, dans la vie de chacun, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'était quand même deux questions différentes, de dire comment on met à bord les gens largement et qu'est-ce qu'il faut faire à l'échelle individuelle. En tout cas, sur qu'est-ce qu'il faut faire, globalement sur la question de l'échelle individuelle versus collectif, Nouveau Shift, on n'est pas là et on ne sait pas faire ça, de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent dans leur quotidien. Enfin, c'est vraiment pas notre sujet. Par contre, on parle d'organisation collective et les gens individuellement, ils peuvent s'impliquer dans des décisions collectives. Donc, il y a plein de... Enfin, on peut s'investir localement, politiquement, on peut s'investir... nous, on a travaillé sur l'emploi, on a beaucoup porté ces résultats auprès des syndicats qui sont super importants aussi pour anticiper et accompagner les transformations de l'emploi. On peut s'investir dans un syndicat. On peut s'investir chez les Shifters ou dans d'autres associations, bien entendu. Mais par exemple, les Shifters, c'est une association où les bénévoles, du coup, mènent beaucoup de projets aussi d'influence. Par exemple, pendant les campagnes, je crois régionales, législatives et municipales, sur les dernières campagnes, je crois. Il y a plein de shifters qui, au sein de leur groupe local, sont allés voir tous les candidats de tous les partis qu'ils voulaient bien pour leur présenter des propositions pendant la campagne. Il y a des tas de choses à faire en fait, pour s'impliquer justement individuellement dans des décisions collectives. Et c'est plutôt, vers ça que j'aurais envie de pousser. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a deux questions dans la question. Il y a comment on onboard les gens, comment on les convainc de la nécessité de faire tout ce qu'on vient de dire. Et une fois qu'ils sont convaincus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Sur la première question, je pense qu'il y a une notion qui est clé, c'est la notion de justice sociale. J'en ai parlé, c'est une des priorités de l'Institut, mais on l'a bien vu avec les gilets jaunes. Si vous tentez de faire porter le poids du changement sur les plus précaires qui n'ont pas forcément le choix et à qui on n'offre pas forcément les possibilités systémiques de basculer sur des alternatives comportementales, là en l'occurrence la manière dont ils se déplacent, ça coince, quoi. Et c'est normal en fait. Donc
Je pense que si on veut onboarder les gens, il faut leur montrer qu'on va améliorer en fait leur environnement direct et leur quotidien. CF pollution, CF tout ce que j'ai dit sur aussi le pouvoir d'achat dans tout un tas de cas où si on aide aux investissements derrière à tous les fruits opérationnels où ça coûte moins cher en fait. Une fois que vous avez isolé votre bâtiment, ça coûte juste moins cher en énergie de se chauffer, ça coûte moins cher à la pompe entre guillemets d'entretenir une voiture électrique que thermique, etc. Donc montrer qu'on va améliorer leur quotidien, montrer qu'on va les accompagner, y compris au niveau économique et financier, et qu'il y a des avantages à le faire. Montrer qu'on va créer de l'emploi, CFPTEF. Montrer qu'on va laisser personne derrière aussi, je pense. Donc ça, c'est la notion d'accompagnement des filières sinistrées. Et je sais que nous, dans 2%, on va peut-être pas autant dans le détail, je sais pas, mais nous, on dédie des budgets à ce qu'on appelle un fonds de transition juste. Donc c'est quelque chose qui est sorti au niveau européen, mais de façon très partielle. Ça concerne que quelques régions très précises en Europe et qu'on propose d'étendre, mais qui consiste justement à financer de la reconversion, des formations à tous les gens qui vont être impactés, dont le métier va être impacté par les changements qu'on propose. Donc ça, c'est indispensable. Tu parlais des syndicats. C'est là, il y a des combats communs aussi. Et je pense qu'il faut absolument expliquer ça. Et je pense que dans la notion de justice sociale, il y a aussi la notion de mettre les plus aisés à contribution. En fait, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont plus de moyens et du coup, l'effort marginal de mettre au pot, il est inférieur. Si on propose d'agir sur des budgets qui en fait représentent une portion de leur budget total qui est bien moindre parce qu'ils ont plus d'argent, en fait le pain point il est plus léger quoi, que si on dit à des gens de changer sur des trucs qui représentent 70%, 80%, 100% de leur budget. Première raison. Deuxième raison parce que tout simplement responsable de l'essentiel des impacts en fait, dont on parle ici, et je m'inclus dedans. Hein. C'est globalement les 10% les plus riches à l'échelle planétaire sont responsables de 60% des émissions, pour donner un ordre de grandeur. Donc clairement le problème c'est nous, donc c'est aussi à nous on a une responsabilité en fait tout simplement, en tant que pays, en tant que personne riche au sein d'un pays. Et donc là, il y a tout un tas de mécanismes qu'on peut discuter, mettre dans le débat public. Le rapport Pisani-Ferry, d'ailleurs, parle de ça, hein, de taxer les hauts patrimoines. Eux, ils proposent en gros un ISF vert temporaire. On pourrait juste rétablir l'ISF, mais voilà, c'est déjà un petit geste de mise à contribution. Mais voilà, il y a les patrimoines, il y a les hauts salaires, il y a les super profits. Donc là, par exemple, pendant la crise énergétique ukrainienne, il y a tout un tas de pays, y compris des pays historiquement super libéraux, le Royaume-Uni par exemple, pour donner juste un exemple, qui ont mis en place des taxes sur les super profits des acteurs de l'énergie, qui faisaient des bénéfices totalement records liés à la hausse des prix de l'énergie. Et en France, nous, on a dit non, on touche pas à Total. Donc on va demander, on a demandé, c'est notre ministre de l'économie qui a demandé à Total de faire un effort, s'il vous plaît. Donc là, ils ont fait leur cap à 2 euros, là, vous vous rappelez, donc ils ont donné quelques centimes à la pompe, ce qui leur a coûté quelque chose comme 500 millions sur des profits trimestriels de 10, 20 fois plus, c'était 5 milliards je crois. Donc voilà, ils ont donné une petite miette de leur bénéfice, mais c'est pour montrer que voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin là-dessus, et plein de pays le font, l'Espagne, l'Italie, le UK, même les États-Unis, dans l'Inflation Reduction Act, il y a des taxes sur les hauts bénéfices. Voilà, on pourrait imaginer des taxes sur les transactions financières, ce qu'on appelle la taxe Tobin pour ceux qui connaissent. Voilà, en plus maintenant il y a beaucoup de micro-trading informatisé, ça se passe à l'échelle de la milliseconde,
On pourrait très bien prendre un pouillème sur chacune de ces interactions et que ce soit complètement indolore pour les acteurs concernés. Et ça générait assez vite des montants super élevés en fait. Il y a pas plein de façons de faire, mais je pense que dans l'onboarding, pour finir, désolé je suis un peu long, mais je pense que c'est hyper important, c'est un sujet qui me tient à cœur. Si on veut réussir, il faut absolument être juste dans la manière dont on propose ce qu'il faut faire. Et pour être juste, il faut dire on va pas laisser tomber, on va pas faire porter le poids sur les plus précaires. On va mettre à contribution ceux qui ont le plus de responsabilités et le plus de moyens de le faire. Et on va améliorer en fait la vie. Il y a tout un narratif, il y a tout un imaginaire, il y a tout un discours en fait à recréer autour d'une sobriété heureuse tout simplement, où on vit, on consomme plus local, on travaille moins, on a plus de temps pour créer des relations humaines. C'est ça qui épanouit les gens. C'est pas le PIB. Prenez la courbe bonheur PIB, ça fait comme ça. Nous on est là. On pourrait très bien revenir. Bon là je lance pas un débat croissance-décroissance qui est très compliqué d'ailleurs, et je vais pas laisser penser que c'est un débat simple. Mais voilà, on peut agir sur d'autres trucs. Voilà, je m'arrête là. Et du coup, si, par contre, j'ai pas répondu à l'échelle individuelle. Mais on a encore 2 minutes ou j'ai été trop long déjà? Ouais, ok. N'hésitez pas si ça vous intéresse, j'ai des réponses là-dessus aussi. Du coup, s'il y a des questions dans la salle, je vais commencer là-bas. Moi, je vais vous redonner directement la parole parce que du coup, c'est dans la continuité de cette question. Par exemple, moi, je suis en recherche d'emploi. Dans quel secteur est-ce qu'il vaut mieux que je m'oriente à titre personnel, on va dire, pour avoir le plus d'impact possible? J'avais lu que selon le rapport du GIEC, il me semble que premièrement, il fallait arrêter d'investir dans les bons carbone. Deuxièmement, il fallait réorienter l'épargne existante. Donc, j'avais potentiellement cherché à travailler dans la finance pour essayer d'essayer de changer, de réorienter l'épargne existante. Bon, il se trouve que pour mon cas, ça marche pas. Mais du coup, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce que vous conseillez, quoi? Bonjour, je connais pas votre CV, donc c'est un peu compliqué de répondre à la question. Mais pour le coup, il y a en effet plein de secteurs pour lesquels il y aura besoin de mains et de compétences, mais en fait, tous les secteurs doivent se transformer. Là, j'ai parlé de résultats quantitatifs sur le besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Donc, franchement, c'est utile d'aller travailler dans la rénovation thermique des bâtiments ou dans l'agriculture, enfin vraiment, ou dans la fabrication ou dans la réparation de vélos. Enfin, ça fait vraiment partie des choses qui sont utiles. Malgré ça, je ne veux pas donner l'impression non plus qu'il ne se passe pas des choses dans d'autres secteurs, dans le sens où en fait, il y aura aussi besoin d'efforts mis pour transformer tous les secteurs. Et donc, la réponse facile, c'est que partout, il y a des choses intéressantes et utiles à faire. Par contre, il faut avoir l'espace et la possibilité de le faire. Moi, quand j'étais étudiante, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique, ça fait écho à ce que Antoine disait tout à l'heure, qui fait partie des collectifs étudiants qui disaient justement aux entreprises, si vous n'avez pas un plan pour les enjeux écologiques qui est ambitieux, à la hauteur des enjeux et qui est sincère et sérieux, on ne va pas venir travailler pour vous. Et puis il nous disait, mais venez parce qu'il faut que on a besoin de gens qui changent qui changent les choses de l'intérieur, et si vous sortez de tous les secteurs, comment allons-nous nous transformer? Mais bon, ils n'auraient jamais donné un poste à responsabilité à des jeunes diplômés. Sauf pour quelques cas d'exception qu'on fait X-min, mais voilà. Donc il y a aussi cette question de où on a l'espace d'avoir de l'impact. Voilà. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a où est-ce qu'on a envie d'aller, quelles sont nos compétences, est-ce qu'on a envie d'aller renforcer un secteur qui a besoin de beaucoup de bras et de bonne volonté, et aussi peut-être de récits, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, qui montrent que c'est possible d'aller vers ces secteurs-là et de faire des choses intéressantes et de s'y épanouir, et où est-ce qu'on aura l'espace pour transformer les choses. Donc ça ouvre plus de questions peut-être que ça n'y répond. Mais... Je suis d'accord avec toi, il y a des besoins en fait quasiment partout. Après ça dépend de tes affinités, tes compétences. Donc c'est assez large, quoi. Après moi, si je prends la question sous un angle un tout petit peu différent,
on m'avait posé la question, parce que j'ai fait l'agro Paris, moi, et donc c'était il y a 2 ans, il y avait eu le discours des diplômés qui disaient qu'ils voulaient en gros sortir du système. Et on m'avait du coup demandé si c'était ça que je recommandais à des jeunes diplômés. Et en fait, le changement est tellement majeur et doit être tellement fractal et à tous les niveaux de la société qu'en fait, il y a des besoins partout. Tu as des besoins à l'intérieur du système, je mets des gros guillemets, mais en gros dans les boîtes un peu traditionnelles, pour faire changer les mentalités, faire partie de ceux qui vont initier le changement en interne. Et tu as besoin aussi de création d'alternatives qui ont valeur d'exemple et qui peuvent inspirer et montrer qu'on peut faire autrement, hors du système ou plus ou moins éloigné du cœur du réacteur, on va dire. Mais ce qui est sain dans tous les cas, c'est de questionner ça, de questionner l'enseignement aussi qui nous est prodigué d'une manière générale. Et c'est pour ça, moi, j'avais salué très très fortement ce discours-là. Mais ensuite, tu as 1000 façons d'agir, et dans le choix de ton taf, et dans, pour revenir à la question précédente, comme ça j'ai l'occasion de glisser 2-3 trucs, mais dans ton investissement perso, donc rejoins le Shift ou l'Institut Rousseau, ou rejoins un syndicat, et dans de tes choix de consommation évidemment, mais ça on en parle tout le temps, et je pense que c'est important de ne pas forcément focaliser systématiquement l'attention sur les choix du consommateur en culpabilisant les gens sans leur donner les possibilités de faire d'autres choix, ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est arrivé au fond de la salle là-bas, César, qui est l'auteur d'une étude qui s'appelle Faire sa part, et qui qui montre que globalement les efforts individuels peuvent représenter 30 à 40-45% de la baisse des émissions, mais que ça ne suffira pas. Il y a besoin d'alternatives collectives et d'une réorganisation de la vie en commun au sens large. Donc c'est pas tant en tant que consommateur qu'en tant que employé, associatif, votant quand même, hein, rappelons-le. Il y a les européennes l'été prochain, choisissez les partis qui poussent ça. Et soutenez les médias indépendants aussi. Je pense qu'on pourrait avoir une discussion entière sur la manière dont circule l'information dans la société, dans la manière d'onboarder les gens, pour revenir à la question d'avant. Pour moi, c'est clé. Et dans l'information, il y a l'éducation, ce qu'on met dans le cerveau des gens qui vont faire la société plus tard. Et il y a la circulation horizontale de l'information par les médias et les réseaux sociaux qu'on peut mettre par extension, et où il y a de moins en moins de contre-pouvoirs, il y a de moins en moins de voix dissonantes, et il faut absolument soutenir ça. Donc n'hésitez pas à mettre 15 balles, 20 balles dans des médias indépendants, c'est critique. Voilà. Bonjour, tout d'abord je voulais vous remercier pour vos présentations très complémentaires et très intéressantes, et derrière j'imagine le travail colossal qu'il y a pu y avoir. Donc là c'était la première fois que je voyais le chiffrage et l'approche du chiffrage, c'est très intéressant. Et en fait j'ai 2 questions mais qui se rejoignent. J'étais impressionnée par les objectifs de décarbonation que vous avez chiffrés sur les secteurs. Et notamment, il y a un secteur qui m'intéresse particulièrement, qui est celui de l'aéronautique. Donc là, on sort du Bourget, donc il y a eu beaucoup d'articles. C'était pour moi assez déprimant, mais en même temps tellement prévisible. Et donc, je suis étonnée que vous ayez mis 99% de décarbonation sur les transports, mais tout ça, ça repose sur votre hypothèse de sobriété. Donc, je ne vais pas revenir aux 4 vols de Janco, mais voilà, est-ce que vous êtes parti, je n'ai pas assez bien lu le PTEF pour savoir s'il y a des hypothèses de sobriété qui sont inscrites dans le marbre, etc. Et deuxièmement, ça rejoint une question sur la méthode, c'est... on peut se le dire, on n'y va pas, quoi. Donc là, on est toujours en train de présenter, mais bon, voilà, j'imagine que c'est potentiellement, et c'est ma question, l'étape d'après. Donc Christophe Béchu restera célèbre pour il faut s'adapter au monde à 4 degrés. On sait déjà que 1,5 s'est plié, etc. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur maintenant
parce que ça, vous avez commencé bien avant 2019, etc. Maintenant, depuis là où on en est, voilà, on sait que la France et l'Europe se réchauffent 2 fois plus vite que le reste du monde, etc. On sait déjà qu'on a des coûts d'adaptation qui sont inévitables. Donc, c'est pas 36 milliards qu'il nous faut, mais on sait déjà que c'est plus que ça, parce que là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes encore dans la vision de et si on s'y prend assez tôt de l'accord de Paris, quoi. Et en fait, l'accord de Paris n'est pas contraignant. L'Europe a déjà dit que on n'était pas du tout en chemin pour 2030. Donc, comment vous préparez le réveil parce que les courbes SBTI, etc., c'est bien beau, mais excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il faut passer à autre chose pour prendre en compte déjà la désadaptation déjà tout ce qu'on a, parce qu'on est en quasiment 2024, et donc il nous reste 6 ans pour la décennie qui compte. Merci pour ces 2 questions très pertinentes qui touchent directement 2 limites de l'étude. La première, c'est sur l'aviation. Donc en gros là, les émissions, en fait nous, c'était listé dans les limites de l'étude, mais on raisonne parce qu'il fallait se baser sur la stratégie nationale bas carbone. On a collé à la méthodologie de la SNBC et du coup on raisonne en émissions territoriales. Donc on s'occupe en fait de réduire les émissions qui sont émises sur le territoire, ce qui est une énorme limite, puisqu'en fait il faudrait raisonner en empreinte carbone, c'est-à-dire aussi en intégrant les émissions importées du fait que voilà, en fait on importe tout un tas d'émissions. Donc typiquement ça a un impact direct sur la question de l'aérien, puisque le périmètre de l'étude et du coup des coûts d'investissement qui sont listés là, c'est les émissions territoriales, donc en fait c'est les vols internes. Donc c'est une toute petite fraction de l'aérien. On parle en qualitatif dans le rapport de ce qu'il faut faire de l'aérien d'une manière générale et dans l'extension européenne de ce travail qu'on aimerait faire. On espère aller beaucoup plus loin sur cette question, mais pour faire simple, avec une fraction des vols, en fait, on peut se permettre de dire que ça va passer avec un peu de biocarburant et un peu de gaz vert au sens large. C'est pas du tout vrai, en fait, et un peu de report modal sur le train. C'est pas du tout vrai quand on prend en compte le transport international, qui est le gros des émissions. Et en fait, là, donc c'est le cas pour l'étude d'Europe. En fait, déjà, on est obligé de changer de braquet et d'avoir un discours différent. Et là, on peut pas faire sans sobriété. C'est une évidence, c'est une totale évidence. Donc, comment on organise cette sobriété? Il y a plusieurs façons de faire. Soit on met en place un signal prix, qu'en gros, une taxe CO2 ou une taxe sur les émissions liées aériennes, sur le billet d'avion, peu importe. Mais en gros, on s'assure qu'on intègre dans le coût ces externalités négatives climatiques. Et là, pour moi, on tombe directement pile poil dans ce que je décrivais tout à l'heure sur l'injustice ou la justice sociale de ce qu'on fait, parce qu'on va encore plus exacerber les inégalités de transport. Parce qu'en France, alors j'ai plus les stats exactes, mais c'est genre il y a 30% des gens qui n'ont jamais pris l'avion, 30 ou 40 autres % qui genre l'ont pris une fois, et puis en fait c'est toujours les mêmes qui voyagent. Donc ça, on va encore l'accentuer et on va dire aux ménages modestes, merci, mais ça c'est pas pour vous. Donc ça, personnellement, je suis pas favorable et on est en train de creuser la question, donc je parle avec des pincettes et on est en train de nourrir la réflexion, mais de base, moi je suis assez séduit par des modèles de quotas sur ce type de sujet, où c'est des trucs qui sont assez facilement identifiables, cartographiables. C'est pas une usine à gaz sur tous les produits qu'on consomme, c'est un truc vraiment, les billets d'avion, c'est très... Et ouais, on pourrait très bien dire, voilà, tu as droit à un aller-retour longue distance tous les X années. Éventuellement, si tu as de la famille à La Réunion, tu as un aménagement, mais voilà, faire ce genre de choses, je pense que c'est beaucoup plus efficace et plus juste socialement aussi. Oui, pour répondre rapidement sur la question du transport aérien, du côté du shift aussi à ce besoin de sobriété, très très clairement sur le transport aérien.
Il y a un rapport en fait qui a été publié même avant le PTEF qui s'appelle Pouvoir voler en 2050, qui a été fait par le Shift Project en partenariat avec Aérodécarbo, qui est un collectif alors historiquement d'alumni de super-héros, mais qui s'est élargi depuis, et qui pose, en fait, qui parle encore d'un présupposé de réussite, d'avancée technique pour décarboner l'aérien très optimiste. Et malgré ça, donc il y a 2 scénarios, il y en a un qui est carrément inatteignable et l'autre qui est juste vraiment optimiste. Et malgré ça, il faut quand même beaucoup de sobriété. Donc j'ai plus les chiffres sur le transport aérien en tant que tel. Par contre, j'ai les chiffres en tête sur l'emploi. De mémoire, ça équivaudrait à réduire d'à peu près 50% l'emploi du transport aérien, sans prendre en compte l'industrie aéronautique. Donc c'est quand même de la sobriété assez, un niveau de sobriété assez importante. Oui. Et sur la question de l'adaptation, en effet, il y a aussi bien sur l'adaptation au changement climatique que sur les crises d'approvisionnement énergétique. Là, on en voit très très bien les conséquences déjà, depuis peut-être d'autant plus cette année et l'année dernière. Et c'est un sujet sur lequel on a commencé à travailler au Shift il y a quelques années via une série de projets sur les stratégies de résilience des territoires, où on parle vraiment des enjeux de résilience à l'échelle locale, et donc notamment de l'adaptation au changement climatique. Et en fait, on est conscient que ça va devenir des enjeux vraiment pressants et qui vont peut-être prendre le pas dans l'espace public sur la question de l'atténuation. Alors l'enjeu pour nous, c'est que ça devienne pas un enjeu qui évacue la question de l'atténuation, parce que sinon on va se retrouver dans l'adaptation où on va essayer d'avoir des solutions qui vont aggraver le problème initial. Par contre, c'est des sujets sur lesquels on veut travailler de plus en plus. Idem, pour nous, c'est clairement un angle mort. Enfin, c'était volontaire déjà de se concentrer sur la partie atténuation. C'était déjà effectivement un travail semi-pharaonique. Et clairement, une étape d'après, ce serait de faire la même chose sur l'adaptation. On n'a pas les chiffres aujourd'hui. Mais clairement, on sait que le coût de l'inaction est plusieurs ordres de grandeur supérieur au coût de la gestion de l'atténuation. Mais le coût spécifique de l'adaptation de tous les secteurs, aujourd'hui on ne l'a pas, et c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Je vais peut-être prendre une dernière question assez rapide parce qu'on a déjà un peu débordé, et comme l'académie nous accueille et qu'il y a aussi la sono et tout, j'aimerais pas non plus trop tirer, donc juste une toute petite dernière question. Merci. Le PTF, j'avais déjà regardé, j'ai déjà une réunion avant le Covid, donc ça va être très long, très laborieux. Le PTEF, vous avez déjà des réunions avant le Covid, donc ça a été très long, très laborieux, ça a mis des années à faire. Mais en fait, c'est quand même un business as usual à quelque part. Dans la mesure où vous êtes juste le business continue, et on fait ça par là, c'est vous, c'est pareil, quoi. Mais il n'y a pas de notion de crise. Or, en fait, on est sur des trucs comme l'impact climatique, comme la balance extérieure, comme les dettes, qui sont des trucs où on est en porte-à-faux complète, et on peut balancer dans un système de crise, comme en 2008, comme le Covid, comme la guerre qui a eu lieu, et donc on se retrouve dans des systèmes où ça marchera, où on sera avec tout en effet domino qui peut se casser la gueule. Donc en fait, ces théories, c'est super théorique, parce qu'en fait, derrière, il y a un risque d'appauvrissement par n'importe quel Black Swan, et là, depuis 2008, il y en a eu 3. Oui, totalement, mais ça rentre dans aussi ce qu'on dit sur l'adaptation aussi, et sur le fait que le business as usual ne va pas juste être une projection de l'historique, mais va être rempli de crises de plus en plus graves, de plus en plus fréquentes et de plus en plus systémiques. Mais ça, par définition, un Black Swan, en fait, ça ne se prévoit pas, et c'est compliqué à anticiper et à mettre dans le modèle. Et je pense qu'on n'a pas la prétention d'offrir
déjà pas un scénario et pas quelque chose de parfait, de facile à réaliser. Par contre, l'objectif, c'est justement de dire qu'il faut planifier, qu'il faut anticiper au maximum, même s'il est déjà un peu tard pour continuer à tenir ce discours-là, mais malgré tout, on peut encore quand même planifier et anticiper pour justement réduire au maximum le risque de crise. Donc c'est vraiment ça l'enjeu en fait. Ça ne veut pas dire que ça va les éliminer et qu'il n'y en aura pas. En revanche, l'enjeu, c'est de se dire, on sait qu'il va y avoir des crises. Maintenant, est-ce qu'on peut faire en sorte de simplement diminuer ces risques ?